Ma première question est de savoir comment expliquer l'engouement observé dans le secteur bancaire en République démocratique du Congo. Est-ce un effet de mode ou un indicateur réel de la bancarisation du système économique congolais, à grande partie informel? Vous savez que les banques c'est comme du gibier, hein, ce sont des animaux peureux. Ils partent au premier coup de feu, mais ils reviennent quand la situation se stabilise. Et nous assistons depuis une décennie à une stabilisation de la situation économique congolaise. Et la réalité étant que le Congo est un des pays les plus sous-bancarisés au monde, il attire effectivement beaucoup d'opérateurs dans ce secteur. Nous avons vu arriver dans le secteur une quinzaine de banques sur la dernière décennie, où on est passé de 6 banques à 20 banques opérationnelles actuellement. Et il est fort à penser que nous ne sommes pas à la fin de ce processus. Vous avez posé la question sur la bancarisation, le secteur informel. C'est un défi important et qui est un des facteurs d'attraction du secteur, parce que nous avons deux défis concomitants, qui est celui de la croissance économique réelle de la RDC depuis une dizaine d'années, avec 5 ou 6% de taux de croissance, et également le taux de sous-bancarisation, avec moins d'1% de la population qui a accès au système bancaire. Et ce sont là des défis qui attirent des opérateurs, aussi bien dans la banque pour les grandes entreprises, pour les PME, mais aussi pour l'individu. Dernièrement, le président des entreprises congolaises avait déclaré qu'il y a au moins 16 milliards d'économies qui circulent dans l'informel. Est-ce que les banques peuvent se retrouver dans cette économie qui est en grande partie informelle? C'est une réalité. Je pense que le PIB mesurable de la RDC actuellement est de l'ordre de 12 milliards de dollars de richesses qui sont créées chaque année en RDC. Le système bancaire capture 2 milliards de dollars à la fin de 2010 en termes de total des dépôts, ce qui crée une marge importante. Donc je pense même que le chiffre de 16 milliards qui circule en numéraire dans le pays est peut-être sous-estimé. On n'a pas d'éléments de mesure parce que par définition il est informel, donc difficilement mesurable. Et il est clair que le défi que les banques ont aujourd'hui et que le gouvernement et les autorités et la Banque centrale devraient avoir serait de réintermédier ces flux, les ramener graduellement vers un système financier, de manière à ce qu'ils puissent servir comme effet de levier dans le financement de l'économie et la relance pérenne de l'économie congolaise. Mais comment est-ce que les banques peuvent faire pour attirer la confiance du peuple congolais? Parce que vers les années 80, il y avait la réalisation, il y avait la démonétisation, et que le peuple congolais n'a plus confiance aux banques. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens? Vous savez, la confiance est quelque chose qui doit se construire. Et le point de départ, c'est la stabilité économique. Le deuxième point, c'est la stabilité des institutions. Nous avons remarqué qu'à chaque fois que les institutions, que ce soit le gouvernement ou la Banque centrale, prennent des mesures intempestives en ce qui concerne la monnaie, que ce soit des réformes monétaires, que ce soit des dévaluations massives, que ce soit de l'hyperinflation que nous avons dans le pays, ce sont autant de facteurs qui découragent l'épargnant à déposer son argent en banque. Oui, il y a un grand travail de confiance à reconstruire. Ce travail est en cours. Nous avons déjà des résultats au point de vue économique. Mais la Banque centrale également s'est dotée de plusieurs outils qui permettent la stabilisation, la reconstruction graduelle de la confiance. Et nous voyons depuis une dizaine d'années ce retour graduel à la confiance. On est encore loin du compte, mais nous sommes dans la bonne direction. Et quel est selon vous l'élément incitateur justifiant actuellement les taux croissants des comptes personnels en République démocratique du Congo? Les comptes personnels, je dirais qu'aujourd'hui, l'ensemble des comptes bancaires atteint à peu près le chiffre de 600 000 comptes bancaires, ce qui est 1% de la population à peu près, si on part du principe que les Congolais sont au nombre de 60 millions.
et ça reste un chiffre encore très très faible. Mais il est vrai que nous venons de 30 000 comptes en banque il y a 10 ans. Cette progression qui, dans le pourcentage, est impressionnant, en ordre global, reste très marginale. Cette attraction vient bien entendu du fait qu'il y a un problème de la confiance qui se rétablit graduellement, mais aussi la diffusion d'une connaissance du système bancaire qui n'existait pas avant. Il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer en RDC un homme d'affaires d'une quarantaine d'années, prospère, et qui n'a jamais travaillé avec les banques. Donc il faut qu'il sache qu'il y a des banques, il faut qu'il sache ce que les banques proposent comme produits, il faut qu'il sache qu'il y a des mécanismes de protection de ses avoirs par une surveillance accrue de ces banques. Et c'est cette diffusion qui est en train de se faire graduellement par la concurrence. 20 banques, ça communique beaucoup. Il y a des ouvertures d'agences dans des lieux de la République où il n'y avait pas de banque il y a quelques années. Et je pense que tout cela concourt graduellement à réduire cette sous-bancarisation et à encourager les entreprises et les individus à ouvrir des comptes. Si on regarde la moyenne, le taux de pénétration moyen dans les pays avoisinant la RDC, on parle de 15-20% de taux de pénétration. Si on applique ce pourcentage à notre population, nous devrions y avoir entre 10 et 15 millions de comptes en banque ouverts en RDC. Nous n'en avons que 600 000, donc la route est encore longue. Est-ce qu'avez-vous un mot à dire sur l'insolvabilité de l'État envers les entreprises privées? Nous soulevons ici un point qui est important, qui est le point de l'endettement de l'État, au sens large d'abord. Vous avez suivi, le gouvernement doit et devait de l'argent à des partenaires étrangers, à des pays, à des organisations multilatérales, et de manière à l'intérieur du pays, la dette domestique. L'État doit de l'argent pour les différentes prestations dont il a besoin pour fonctionner, et notamment au secteur privé. Il y a un grand effort qui a été fait par le gouvernement sur la dernière décennie pour régler et améliorer le problème de la dette. Et vous avez suivi en 2010 la dette bilatérale et la dette multilatérale à travers le programme et l'initiative des pays pauvres très endettés. Le gouvernement a réussi, avec l'aide des partenaires au développement, à effacer pour 13 milliards de dollars de dette extérieure, ce qui en soi était un des plus grands programmes de PPTE, comme on dit, qui est d'application par le FMI et les autres bailleurs de fonds. Mais aujourd'hui, la RDC est dans une situation de crédibilité par rapport à la problématique de la dette qui est meilleure qu'elle ne l'était avant ce PPTE. Il reste encore, bien entendu, le problème de la dette domestique sur lequel il faut se pencher. Et dans cette dette domestique, le secteur privé est un des créanciers importants de l'État, avec une créance qui avoisine les 2 milliards de dollars, et ça uniquement en comptant la dette commerciale. Donc nous ne tenons pas compte de la dette fiscale, de la dette judiciaire, ou la dette sociale, qui sont d'autres composantes de la dette domestique. Mais ici, je n'ai pas autorité à parler des autres catégories de dettes, mais en ce qui concerne la dette commerciale, les entreprises organisées autour de la Fédération des entreprises du Congo avons bénéficié de plusieurs programmes de remboursement graduel de cette dette. Donc il y a 3 ou 4 ans, avec le gouvernement, avec l'aide de la Banque mondiale, avait résorbé une partie de cette dette. Et récemment, le gouvernement actuel, le ministère des Finances en particulier, a mis un accent particulier à trouver des ressources aussi marginales ou symboliques puissent-elles être pour donner un message au secteur privé que le gouvernement essaie de chercher des voies et moyens pour améliorer le partenariat public-privé, qui est un des moteurs de la relance économique et qui aujourd'hui est un des plus grands freins dans le cadre du climat des affaires difficile. Donc, oui, la dette intérieure peut être un facteur déclenchement de la relance de l'investissement. Et le gouvernement, jusque-là, a fait des gestes de bonne volonté qui vont dans ce sens-là. Et le secteur privé, CLAFEC en particulier,
en attendant encore plus et espérons que ce partenariat va s'améliorer dans les mois qui viennent. Et pour terminer, avez-vous un message à adresser aux gens qui vont suivre cette émission concernant les secteurs bancaires en République démocratique du Congo? Écoutez, il n'y a pas moyen de faire un effet de levier, de faire croître cette économie de manière plus efficace sans les banques. Les banques, dans toutes les économies, sont un levier important et il est important que le public fasse confiance au système bancaire, que le public y dépose son épargne. Alors les banques auront plus de ressources pour aider le financement de cette économie et la faire passer de l'économie de consommation à laquelle nous sommes maintenant à une économie de production, qui est la seule manière d'avoir une économie ayant une croissance pérenne. Je passe le message également à nos autorités, le gouvernement et la Banque centrale, qui sont les deux axes vers lesquels les banques se retournent. Il faut absolument que le climat des affaires s'améliore, que les banques soient moins sujettes à des problèmes de harcèlement fiscal et judiciaire et puissent faire leur travail et leur mission. Et de l'autre côté, la Banque centrale doit réussir à nous donner le cadre et le contexte qui nous permettent de continuer à travailler en toute sérénité. Si les banques peuvent jouer leur partition dans cette économie, alors il n'y a pas de limite à ce que nous rejoignons les grandes économies africaines et des autres pays émergents. Merci beaucoup.